toutes les salles de soins répondent de façon très subjective, un peu comme dans un comptoir de bar. Le nouveau référentiel fait-il des infirmiers plus compétents, plus performants? Je ne vais pas y arriver. Moi, c'est Patrick Laboureau, donc je suis membre de la CCI depuis 1 an et cadre de santé au CHU de Nantes, en médecine intensive réanimation. Le nouveau référentiel est mis en place en septembre 2009 pour répondre à l'évolution des besoins et des connaissances dans le domaine de la santé. Il s'inscrit dans une démarche globale de réingénierie des formations paramédicales afin d'harmoniser les diplômes au niveau européen. Pour préparer cet exposé, nous avons trouvé peu de publications sur l'impact de la réingénierie de la formation infirmière. Il existe par contre de nombreuses études sur la construction de cette formation et sur les méthodes d'évaluation. Les évaluations d'impact viendront après, mais c'est facile à comprendre, elles vont être extrêmement rigoureuses. Parce que pour mesurer l'impact d'un référentiel de formation sur la performance d'un professionnel, il faut d'abord savoir que le professionnel, ce n'est pas uniquement le référentiel de formation qui le forme. C'est aussi ce qu'il est lui, sa personnalité. La mesure d'un niveau de performance est aussi problématique. Qu'est-ce qu'on mesure enfin dans le niveau de performance? J'ai fait le lapsus tout à l'heure. On parle beaucoup plus souvent de compétences. On parle de rapidité d'exécution, de capacité à faire des économies, de capacité à s'adapter. L'objectif de mon exposé est de montrer que le niveau de performance est au moins équivalent, voire meilleur avec ce nouveau référentiel. Pour ma démonstration, je vous propose de faire une comparaison rapide entre les deux référentiels de 92 et celui de 2009. Puis aborder rapidement les compétences, l'acquisition des compétences et la performance. Juste des notions rapides. En 1938, c'est le début de la profession infirmière avec la création du diplôme d'État. En 1952, les études passent à 2 ans. Et en 1972, c'est l'apparition du premier concept moderne de soins, j'ai envie de dire, avec l'apparition du plan de soins qui intègre la formation, qui passe également à 28 mois. En 1979, on a une formation qui passe à 36 mois et c'est l'apparition des démarches de soins dans la formation. En 1992, alors là, en 1992, il y a 2 choses. Il y a le diagnostic infirmier qui fait son apparition, qui est officialisé dans la formation, et il y a l'arrivée du diplôme unique. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, le diplôme unique, déjà, ça avait mis les salles de soins en ébullition. Les nouveaux arrivants, ils étaient forcément mauvais. Ils ne savaient rien. Donc ça, c'était un vrai problème. Excusez-moi. Bon. Si on regarde rapidement... J'étais trop vite, je ne vais pas y arriver. Excusez-moi. Si on regarde rapidement, oubliez cette diapo, on revient à la précédente. Les évolutions de la formation ont suivi les évolutions de la société et des exigences vis-à-vis de la professionnalisation des infirmières. Elles ont aussi suivi l'évolution des connaissances conceptuelles et techniques dans le domaine du soin. Si on regarde rapidement la formation théorique, entre 92 et 2009, la structure des enseignements est totalement modifiée. Mais le contenu, par contre, est identique. Il n'y a pas de révolution dans la prise en charge des patients. Dans le programme de 92, la part des cours magistraux est plus importante et le projet pédagogique de l'école est prépondérant. Effectivement, en 92, on introduit le diagnostic infirmier. Pour 2009, les enseignements sont basés sur des unités d'enseignement qui sont extrêmement détaillées, qui limitent la disparité entre les IFSI. Il y a également beaucoup de travaux dirigés, les cours magistraux sont définis. Dans le travail, le temps global de la formation théorique est équivalent. Il passe de 60 semaines à 64 semaines. Mais dans les 60 semaines, sont ajoutées 900 heures de travaux personnels dirigés, guidés. Si on prend par exemple le module hygiène, la formation en hygiène hospitalière. En 92, on avait le module hygiène, qui était transversal, réparti sur 3 années, avec une répartition d'ailleurs qui était variable selon les IFSI. En 2009, l'hygiène hospitalière est présente dans 5 unités d'enseignement. Elle représente en tout 150 heures, dont 70 heures de travaux dirigés et 55 heures de travail personnel guidé. On retrouve dans ces unités d'enseignement les 20 heures d'infectiologie hygiène, les 25 heures de soins infirmiers et de gestion des risques, les notions d'épidémiologie, et les moyens de protection et de prévention des infections sont abordées dans les 50 heures de l'UE processus inflammatoire et infectieux. Il y a aussi 25 heures de l'UE soins infirmiers et gestion des risques, où sont utilisées les méthodes d'analyse des risques liés aux pratiques professionnelles. Enfin, notons les 75 heures d'UE sur la qualité des soins et l'évaluation des pratiques, qui
permettent à l'étudiant d'aborder les outils d'analyse critique indispensables pour améliorer sa pratique professionnelle, soit en tout 150 heures. Alors, il n'y a pas que l'aspect théorique qui a changé. L'organisation des stages également a été remaniée. Si on compare le temps passé en stage, elle est inférieure en 92, sur le référentiel 92, elle est supérieure en 92 par rapport à 2009. Mais la structure de stage a complètement changé. En 92, 7 disciplines obligatoires. Juste une petite remarque, j'ai mis que 5 disciplines et je me suis trompé sur une, parce que je n'ai pas retrouvé de données sur les 7 disciplines. C'est assez particulier. En 2009, c'est 4 types de stages. MCO, psychiatrie, soins de longue durée de suite et réadaptation, soins à domicile. Et surtout l'accueil en stage. Les stages sont plus longs, les compétences acquises sont donc plus ancrées. Les stages sont aussi support de travaux personnels guidés, travaillés ensuite à l'IFSI. L'accueil en stage est structuré autour de tuteurs, obligeant les services de soins à réorganiser l'accueil des étudiants. C'est d'ailleurs le thème, c'est un des thèmes des SOS de cette année à la SRLF, l'accueil des nouveaux arrivants et des étudiants. L'évaluation de stage est construite, elle, autour d'un portfolio, d'une auto-évaluation et de situations apprenantes. Pour mémoire, les MSP disparaissent. Vous savez, la MSP, c'est le seul moment où on décontamine son cerveau de chouin avant d'aller faire une toilette. On mesurait l'écart entre la théorie et la vraie vie. La méthode d'évaluation par mise en situation professionnelle avait aussi ses limites conceptuelles. En effet, le résultat dépendait largement des niveaux d'exigence très hétéroclites des évaluateurs. Comme vous pouvez le voir, il serait très laborieux de comparer dans le détail des deux ingénieries de formation. Cependant, le programme de 2009 met l'accent sur les compétences et leurs acquisitions. Le concept de compétence apparaît en 1970. Il est très étudié depuis les années 80. La compétence se résume par le savoir-faire en situation. On ne sait pas conduire si on ne conduit jamais dans la circulation. Monsieur Le Botterf, qui est un sociologue, définit la compétence par le savoir agir, le vouloir agir et le pouvoir agir. Il s'agit bien d'une action. Vygotsky propose 4 méthodes d'acquisition des compétences. L'action seule, c'est l'essai, l'erreur, l'adaptation, l'ajustement. La combinaison action-réflexion, c'est l'essai, l'erreur, la réflexion et le questionnement avec un coach et un tuteur. La troisième manière d'acquérir les compétences, c'est la réflexion rétroactive sur l'action. C'est tout l'aspect de réflexivité très étudié à l'école. La quatrième façon, c'est la réflexion anticipatrice de changement sur l'action. Là, c'est l'intervention de la pensée sur les actes. La construction de procédures, de protocoles de soins, ce qui fait partie intégrante des nouveaux programmes. Pour un autre auteur, le développement des compétences passe par des facteurs liés à la personnalité, à la capacité et à la volonté d'apprentissage, aux valeurs, aux normes, à l'environnement, à la clarté du rôle, à l'analyse correcte des besoins, à la résistance du milieu au changement et à un accompagnement correct. Si on comprend que le nouveau référentiel s'appuie sur les connaissances et les théories sur la formation des professionnels, on voit aussi que le développement des compétences, donc de la performance, s'appuie aussi sur les facteurs indépendants du référentiel de formation. Malgré tout, on a retrouvé une étude de 2012 qui interroge 15 formateurs d'IFSI, les formateurs de 15 IFSI. Ces formateurs j'ai sorti 2 questions de cette étude. La première question, c'est: pensez-vous que ce nouveau programme optimisera la formation des infirmiers? 67% répondent d'accord ou tout à fait d'accord. Et la deuxième question, c'est: pensez-vous que ce nouveau programme soit pertinent pour les étudiants? 64% répondent d'accord ou tout à fait d'accord. Bon, la limite de cette étude, c'est qu'elle visait à déterminer la perception des formateurs et leurs besoins de formation face à ce nouveau référentiel. Pour mémoire, notre questionnement est: le nouveau référentiel de 2009 fait-il les professionnels plus performants? La notion de performance appartient au monde du sport et au monde de l'entreprise. Souvent, elle est une mesure monofactorielle. Par exemple, en sport, il s'agit souvent d'une mesure objective, du temps, de la distance, du classement. Pour l'entreprise, on mesure souvent la performance en fonction d'un objectif. Le nombre de produits fabriqués pour tant de temps et tant de valeur. Je ne vais pas faire une revue conceptuelle du sujet sur la performance. En milieu de soins, elle n'est pas aisée. On parle plus généralement de compétences. Cependant, la définition de performance s'appuie sur 4 critères principaux. Elle peut être économique, faire plus ou mieux avec moins. Bon, est-ce que les nouveaux étudiants coûtent moins cher? Font-ils plus avec moins?
Je ne pense pas. Je crois que ce n'est pas le sujet. À moins de considérer qu'il y aura moins d'infections nosocomiales, moins d'escarres, des séjours plus courts du fait des nouveaux étudiants. Ceci est clairement impossible à évaluer sérieusement. La capacité d'adaptation aux nouvelles technologies, à de nouveaux types de prise en charge, à de nouvelles organisations. Les nouveaux professionnels sont-ils plus polyvalents? Je ne saurais pas répondre. Plus enclins aux nouvelles technologies, ils sont quand même nés avec une souris et un smartphone en guise de doudou et Internet comme berceuse. On peut aussi montrer la performance comme la somme de connaissances, soit la capacité à développer des savoirs, à valider des diplômes, des recherches. L'inscription dans le cadre licence, master, doctorat, on vient de voir tout à l'heure, rentre complètement là-dedans. Enfin, la performance, elle peut être sociale. Les nouveaux professionnels sont-ils plus prompts à intégrer des groupes de travail, à s'intégrer dans les équipes? Sont-ils plus à l'aise dans les travaux de groupe? Bon, je ne peux pas le dire pour l'instant. Par contre, ça fait partie intégrante de leur formation. Et ils font beaucoup de travaux personnels. Beaucoup de travaux de groupe, pardon. Pour ma conclusion, je vais essayer de faire propre. C'est une formation qui ouvre les portes universitaires à la profession infirmière et à la création de masters de spécialité, de doctorats en sciences infirmières. C'est une formation qui colle au projet européen d'uniformisation des formations. C'est un référentiel en lien avec l'évolution des connaissances en pédagogie, mais aussi une restructuration de l'accueil en stage permettant une meilleure transmission des compétences par les professeurs formés et impliqués. Un référentiel qui permet d'uniformiser la formation entre tous les IFSI, par ailleurs. Une formation qui s'est adaptée aux évolutions sociétales, tant du point de vue de l'individu que du point de vue des exigences réglementaires en termes de qualité des soins. C'est pourquoi, moi, j'affirme que le nouveau référentiel permet aux nouveaux professionnels d'être plus performants. Attention, ça ne signifie pas que les anciens, les gens déjà formés, étaient moins performants. Eux, ils ont su s'adapter, ils ont leur expérience pour eux. Mon affirmation signifie que le nouveau référentiel, signifie que les référentiels de formation antérieure n'étaient plus adaptés aux évolutions de notre société, qu'il fallait donc les revoir. Enfin, et c'est probable, il y aura des ajustements, des évolutions de ce référentiel. N'oublions pas qu'il est récent et que les professionnels ont besoin de temps pour se l'approprier et mieux comprendre les performances des nouveaux arrivants. Merci de votre attention.